Bonjour chers internautes, bienvenue à ce nouvel épisode de Samedi Cloud. L'épisode précédent, Odette Gomis avec ses invités avait traité les avantages et les limites du cloud. Aujourd'hui, moi et mes invités, nous aurons le plaisir de parler de l'infrastructure AWS et de la tarification. Je commence par Mohamed Nazim Gueye, qui est développeur full stack et certifié AWS en même temps. J'ai à ma gauche le Ndanan, Mohamed Sek de retour, admin système et en même temps certifié cloud. Alors, je commence par Nazim. Comment l'infrastructure AWS est-elle organisée? Parce qu'on parle d'une belle organisation de l'architecture AWS. Donc, parlez-nous de l'infrastructure d'AWS. Alors, merci beaucoup, Boch. Merci beaucoup pour cette invitation. Alors, ce qu'il y a à savoir, c'est qu'AWS est présent un peu partout dans le monde. C'est-à-dire, AWS possède des régions qui sont éparpillées un peu partout dans le monde. Par exemple, en Afrique du Sud, plus précisément à Cape Town, ils ont une région. En Europe, et c'est la seule d'Afrique. En Europe, ils ont des régions. Et en Amérique, la même chose en Asie. Et ce qu'il y a à savoir, c'est qu'une région, elle est principalement composée des zones de disponibilité. Qu'est-ce qu'on appelle une zone de disponibilité? Une zone de disponibilité, c'est un regroupement de plusieurs centres de données. Et les centres de données, ce sont des emplacements qui contiennent les serveurs. Donc, la plus petite unité, ce sont les serveurs, qui sont regroupés dans des centres de données qui peuvent contenir 50 000 voire 80 000 serveurs. Plusieurs centres de données forment ce qu'on appelle une zone de disponibilité et deux zones de disponibilité au minimum forment ce qu'on appelle une région. Donc voilà principalement l'organisation d'AWS et ces régions sont éparpillées un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, on en compte 36 exactement en ce qui concerne l'infrastructure globale d'AWS. Merci. Donc, moi, je vais m'arrêter d'abord sur les régions. Alors, Sec, quels sont les critères de choix d'une région? J'imagine que il doit y avoir des critères sur lesquels je vais me baser pour choisir sur quelle région mettre mon serveur, par exemple. Alors, merci beaucoup, Seyd Mbodj, et merci à Nazim d'avoir élucidé l'infrastructure globale d'AWS. Comme tu l'as bien dit, il y a des critères de choix d'une région AWS. Il faut savoir qu'on a principalement quatre critères. Nous avons ce qu'on appelle la proximité, nous avons la disponibilité du service, nous avons le pricing, c'est-à-dire le prix des services, mais aussi la conformité. En parlant de proximité, l'application que nous déployons doit être plus proche au client, c'est-à-dire la latence doit être très minime. Il y a aussi, comme je l'ai dit, le pricing. En fonction des régions AWS, les services ont différents coûts. Côté conformité, c'est en fonction des restrictions qu'un gouvernement met en place, c'est-à-dire lorsqu'on a des données et que le gouvernement nous impose que les données doivent rester en territoire, il faut aussi tenir compte de ces restrictions-là pour le choix d'une région. Et aussi, il y a l'autre critère qui est la disponibilité du service, c'est-à-dire dans AWS, les services ne sont pas disponibles dans toutes les régions. On peut avoir des services qui sont disponibles, par exemple, d'une région qui se situe en Europe, et d'autres services qui sont disponibles, d'autres services qui sont disponibles dans les régions qui se trouvent en Amérique. Merci. Merci, Sec. Donc, on peut retenir essentiellement quatre critères: la disponibilité du ou des services, la proximité, le pricing, le prix et la conformité, bien sûr. Alors, venons-en maintenant aux zones de disponibilité que vous avez évoquées tout à l'heure. Donc, quel est le rôle de ces zones de disponibilité-là dans ces régions d'AWS? Alors, une zone de disponibilité, comme je l'ai dit tantôt, c'est un ensemble de centres de données. Alors, dans une région, on a au minimum deux zones de disponibilité. Pourquoi cela? Lorsqu'une zone de disponibilité est indisponible ou tombe à panne pour quelconque raison, une autre zone de disponibilité prendra le relais. Donc aujourd'hui, si une entreprise déploie son application dans une région bien définie, au lieu de déployer cette application uniquement dans une zone de disponibilité, elle peut la répliquer dans une deuxième zone de disponibilité. Et ainsi, lorsqu'une zone de disponibilité tombe en panne, l'autre prendra le relais. D'où l'utilité d'avoir des zones de disponibilité, c'est-à-dire que ça nous permet de garantir la haute disponibilité, la résilience et la fiabilité de nos applications. Merci. Très bien. Donc, on a évoqué les régions, les zones de disponibilité. J'ai également entendu parler de points de présence.
Donc, quel est ce rôle des points de présence, M. Sek? Alors, pour répondre à ta question, les points de présence, c'est juste euh, des mini-régions qu'AWS met en place pour être plus proche des utilisateurs. Comme il l'a dit tantôt, nous avions beaucoup de régions AWS, pas partout dans le monde, mais sur beaucoup de pays. Et comme vous le savez, le coût logistique est très élevé pour mettre en place des régions AWS. Maintenant, en fonction de ces coûts logistiques-là, AWS a envisagé de mettre en place des mini-régions, c'est-à-dire des points of presence qui permettent à AWS d'être plus proche des utilisateurs, c'est-à-dire permettre aux utilisateurs d'avoir des services qui sont plus proches à leur localité. Merci. Très bien. Donc, je me rappelle que vous avez évoqué tout à l'heure que lorsque vous parliez des critères de choix d'une région, il y avait un quatrième qui était le pricing. Donc, soyons honnêtes, nous en tant que nous soyons une entreprise ou bien une personne lambda qui veut utiliser les services d'un fournisseur cloud, mais la première problématique qu'il va se poser, c'est côté prix, côté coût. Donc, côté tarification, d'abord, M. Gueye, parlez-nous donc des différents modèles de tarification proposés par AWS. Alors, bien évidemment, la tarification constitue un point majeur sur le cloud. Et sur la sécurité, une préoccupation majeure pour les clients. Donc, pour la tarification, nous avons principalement 3 types de tarification. D'abord, nous avons une tarification pour les instances à la demande, c'est-à-dire aujourd'hui, si j'ai besoin d'un serveur, je vais dans la console, automatiquement, j'allume un serveur et je commence à l'utiliser. Ça, c'est la tarification à la demande. On ne paiera que ce qu'on en utilisera. Ensuite, il y a la tarification par la réservation. Donc, supposons qu'une entreprise a besoin de serveur pendant 2 ans, il peut faire une réservation. Et pour cela, il dispose de 3 possibilités de paiement, soit le paiement partiel de la réservation, soit le paiement total, soit il commence par ne pas payer et par la suite, il continuera à payer. Ça, c'est le paiement réservé. Voilà. Principalement, ce sont les 3 principaux types de paiement sur le cloud. Merci. Alors, je vais rester un peu avec vous sur ces modèles de paiement. Supposons par exemple que moi, j'ai une application, j'ai une appli critique à déployer, mais pour de courtes durées. Donc, c'est critique, ça peut pas accepter une interruption, mais j'ai besoin que l'application fonctionne, disons, dans 6 mois. En 6 mois. Donc, quel est le mode de tarification qui me convient le mieux? Bon, pour cela, vu que l'application, vous l'utilisez comme pendant 6 mois, la meilleure réservation, le meilleur type de paiement, ça sera à la demande. Donc, ça ne sert à rien de réserver une instance parce qu'elle est principalement configurée pour une durée de 1 à 3 ans. Il y a sur les saving plans, mais eux aussi, ils sont d'une durée de 1 à 3 ans. Donc, pour votre cas, une application qu'on va utiliser pendant 6 mois, le meilleur type de paiement, ça sera le paiement à la demande. Donc, vous allez directement utiliser un serveur. Merci. Alors, je reviens sur M. Sek. Alors, M. Sek, toujours sur les cas d'utilisation. Supposons par exemple que j'ai une application à déployer, mais dont la cible, c'est pour les utilisateurs qui sont au Sénégal. Donc, ma première question est, j'ai une application à déployer dont les cibles sont les Sénégalais. Donc, quelle est la région que je vais choisir? Ensuite, la deuxième question, c'est, une fois que je voudrais augmenter l'envergure de cette application, de sorte que ça soit d'une envergure mondiale, quelle est l'approche à faire? Alors, lorsque vous avez une application et que les clients ciblés se situent au niveau du Sénégal, comme il l'a si bien dit, nous avons beaucoup de régions AWS. Maintenant, en fonction de la cible, nous pouvons choisir une région où nous allons déployer notre application. Maintenant, comme nous sommes au Sénégal et que les cibles sont des Sénégalais, nous avons une région qui se situe au Capstown, c'est-à-dire en Afrique du Sud, mais aussi nous avons des régions en Europe. Puisque les régions qui se situent en Europe sont plus proches pour les clients sénégalais, nous devrions déployer notre application dans une région qui se situe en Europe. Et pour l'autre question, l'envergure globale, l'une des avantages d'AWS, c'est d'être mondial en un clic. C'est-à-dire en fonction des régions qu'on a,
nous pouvons déployer notre application partout dans le monde. Et cette application va être disponible partout où le client se situe. Nous avons aussi d'autres services qui permettent de faciliter ce déploiement mondial. Il y a le Global Accelerator qui facilite le transfert de données de région à un autre, mais aussi les edge locations qui permettent de copier des données en fonction de l'emplacement local de l'utilisateur. Nous pouvions copier les données de l'application au niveau de cet emplacement-là et la latence sera très minime pour l'accès à cette application-là. Merci. Alors, c'est vraiment intéressant. Malheureusement, le temps joue contre notre faveur. Alors, Monsieur Gueye, quel est votre dernier mot et surtout quel conseil donnez-vous à ceux qui veulent se certifier sur le cloud et également les entreprises qui veulent migrer vers le cloud? Alors, principalement, de ne pas avoir peur du cloud, que ce soit les entreprises, que ce soit les étudiants. Pour les étudiants, de nombreuses formations sont en cours, comme celle proposée par Connect to Cloud dans le futur proche. Il y a aussi d'autres formations qui sont disponibles pour les étudiants. Pour les entreprises, les experts sont là, comme par exemple Expert Sec en face de moi, qui sont certifiés cloud et qui peuvent vous accompagner dans le déploiement de vos services sur le cloud. Donc, n'ayez pas peur et je vous remercie pour cette invitation et j'espère vous revoir d'ici tôt. Merci, Monsieur Gueye. Monsieur Sec, votre dernier mot? Merci Sedmo pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de venir dans cette émission. Pour le mot de la fin, c'est juste, je vais inciter les entreprises à se lancer dans le cloud, mais aussi pour les apprenants, il y a beaucoup d'opportunités qui s'ouvrent à eux, comme d'autres formations qui vont venir, que le Connect to Cloud va initier. Merci beaucoup. Alors, merci chers invités, merci Mohamed Nazim Gueye et Mohamed Sek, deux experts du cloud. Vous nous avez bien expliqué le cloud à travers l'infrastructure et la tarification. Merci chers internautes, c'était tout pour aujourd'hui et c'était Seydou Mbodj pour vous présenter ce 3e épisode. N'oubliez pas de vous connecter et nous suivre sur l'ensemble de nos contenus. Et avec Connect to Cloud, vous avez votre passerelle pour le cloud. Merci.